Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour. Bonjour amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct reçoit ce mercredi matin M. Eric Wormesser, président du directoire de Société Générale Algérie. Monsieur Wormesser, merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez pour la deuxième fois. Nous va nous accompagner dans cette émission Hassan Haddouche, spécialisé questions financières, qui va être particulièrement à l'aise aujourd'hui. Bonjour Hassan. Alors, c'est la saison des assemblées générales ordinaires, de la présentation des comptes. Nous avons reçu hier, c'est de ça qu'on parlait au moment de la prise d'antenne, M. Hassan Khalifati, président directeur général de Alliance, qui nous a présenté ses résultats, qui étaient moyens, mais on a bien compris avec lui pourquoi. Société Générale en 2015, M. Wormesser, c'est une bonne année, c'est un résultat plutôt bon. C'est en fait un résultat qui est complètement en ligne avec notre politique et notre business model. C'est-à-dire que dans le cadre de la volonté farouche de devenir de plus en plus une banque algérienne destinée à financer l'économie, nous avons développé l'activité à travers notamment les encours de crédit, qui ont augmenté de manière absolument spectaculaire, puisqu'en fait, elles ont augmenté de plus d'un tiers, et avec un résultat net final de 4 milliards 4, donc légèrement en baisse par rapport aux 5 milliards de l'année 2014. Exactement, mais pour des raisons uniquement techniques et réglementaires, puisqu'en fait, c'est dû à un provisionnement supérieur donc des provisions qui sont prises sur le résultat d'exploitation et qui sont réglementairement plus importantes que les années d'avant en pourcentage. Donc c'est-à-dire que plus vous faites un résultat important, brut, plus la provision est importante. Donc en fait, c'est ce qui explique en fait un résultat net moins important. D'accord. En termes de PNB, ça fait une croissance du produit En termes de PNB, ça fait globalement une augmentation de plus 14% sur l'année 2015. Donc une bonne année. Je ne crois pas qu'on n'ait jamais augmenté, enfin du moins dans les 10 dernières années, nos encours de crédit de plus de 30%, que ce soit sur la partie des grandes entreprises, des particuliers et des professionnels. Dans tous les secteurs, dans tous les segments d'activité, nous avons augmenté, y compris le leasing. Donc c'est une bonne année, une année solide, une année qui nous permet de penser que nous restons toujours à l'heure actuelle, tant en termes d'encours qu'en termes de fonds propres, la première ou une des premières banques privées en Algérie. Avec Hassan Haddouche, on va revenir un peu plus dans le détail sur ces différents chiffres. Mais avant, je souhaitais vous poser une question sur cette part de plus en plus importante donc de l'encours de crédit dans votre bilan. Vous étiez passé d'un domaine dominé par la Commission, enfin d'une période dominée par la Commission, notamment liée au commerce extérieur. Vous avez changé votre business model avec le temps. L'année dernière, quand vous avez rendu visite à Radio M, vous étiez à 80-20. J'imagine que vous êtes toujours sur 80-20. Vous n'avez pas encore réduit la partie commission au profit de la partie en cours. Non, on est toujours. Si vous parlez, je sais pas, si vous parlez du rapport, en fait, le PNB, c'est-à-dire le chiffre d'affaires d'une banque, est réparti à la fois en intérêts et en commission. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la part du commerce extérieur, en fait, est mesurée sur la partie des commissions. Si vous regardez notre part de commission globale, pas forcément du commerce extérieur, il y a encore 3-4 ans, on était à peu près à 50%. C'est-à-dire que 50% de nos revenus étaient dédiés à des commissions dont le commerce extérieur faisait partie. À l'intérieur de ces 50%, le commerce extérieur devait représenter à cette époque-là à peu près, quand je dis 50%, 40%. À ce jour, je peux vous dire qu'en 2013, on parle de 12%. Donc on est passé grosso modo de 40% de revenus du commerce extérieur à 12%. Et dans le même temps, comme je viens de vous le dire, en encours de crédit, en montant alloué en termes de crédit,
nous avons augmenté en 2015 notre portefeuille d'environ 30%. Donc, si vous voulez, de plus en plus, on est exactement dans la même lignée que je vous expliquais la dernière fois, l'année dernière. En fait, nous orientons de plus en plus dans le financement de l'économie. Et encore une fois, sur les grandes entreprises, sur les entreprises, sur les particuliers, notamment avec l'arrivée du crédit à la consommation. Alors, sur ce point, donc il y a une réduction de la proportion, disons, des commissions dans votre PNB, donc de l'activité essentiellement liée au commerce extérieur. Est-ce que ça veut dire que, d'abord, est-ce que c'est une conséquence donc de la mise en place d'une nouvelle réglementation par le régulateur? Est-ce que ça signifie que les financements que vous mettez à la disposition, enfin les engagements que vous mettez à la disposition du commerce extérieur ont diminué en volume, disons en valeur, en quantité? Je crois qu'il y a les deux, ouais. Mais pas forcément en termes de... Enfin, il y a eu des réglementations qui ont sans doute freiné, notamment la réglementation qui permettait, notamment par rapport à ces fonds propres, de faire une certaine activité de commerce extérieur. Nous, ça ne nous a pas tellement gêné dans le sens où nos fonds propres ont augmenté au fur et à mesure des années. Donc on aurait pu continuer à faire la même chose, mais c'est surtout une volonté véritable de dédier une partie de nos fonds propres plus à des prêts et au financement de l'économie. Alors, on a bien compris, M. Vormesser, qu'il y avait une volonté stratégique de Société Générale Algérie d'accompagner les entreprises en Algérie dans le financement de leur développement. Mais pour augmenter d'autant, de plus d'un tiers, vos engagements auprès de l'économie, des entreprises, qu'est-ce que vous avez changé? C'est votre démarche marketing, commerciale? Vous allez près des clients, ou est-ce que vous avez baissé vos demandes, vos exigences en garantie? Quand une PME vient vous voir, peut-être qu'il y a 5 ans, vous ne lui aurez pas accordé de crédit. Aujourd'hui, vous lui en accordez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé du côté de Société Générale? Alors là, c'est le deuxième axe en fait de notre politique, c'est que ce vers quoi on veut aller de plus en plus d'être une banque complètement immergée dans l'économie algérienne, c'est aussi le fait de travailler la qualité de notre offre de produits. Et cette offre de produits, elle passe bien évidemment par les prêts. Si vous avez une meilleure offre, si vous avez une meilleure rapidité, si vous avez une meilleure analyse sur les crédits, vous pouvez engranger plus, vous pouvez aller voir des clients plus rapidement, vous pouvez donner des accords plus rapidement, et donc forcément vos encours, s'améliorent et augmentent. La deuxième chose, c'est je rappelle que au fur et à mesure des années, nous avions une politique aussi de consolidation de nos fonds propres qui nous permet de prêter, parce que vous pouvez pas, pour pouvoir prêter, il faut avoir l'argent en face. Or, chaque année, nous avons eu une politique de consolidation de nos fonds propres à travers la distribution d'une certaine partie de nos bénéfices. L'année dernière, je rappelle, comme je vous l'avais annoncé, que la totalité de nos bénéfices, c'est-à-dire 5 milliards, avait été réinvestie à l'intérieur de la banque, ce qui vous montre bien, la volonté de continuer notre... allez-y. Non, la volonté, vous m'offrez une transition vers une question qui s'impose. La volonté de se consolider et d'être de plus en plus une banque algérienne. Est-ce que vous le refaites cette année, vos 4,4 milliards? Vous êtes à 26 milliards de dinars de capital social. Est-ce que vous donc vous avez affecté à nouveau une partie de résultats? On va affecter plus de 40% de nos bénéfices, encore une fois, pour rester en Algérie. Donc 60% sera rapatrié à l'actionnaire. Voilà, exactement. C'est la première fois que vous faites ça? Non, c'est à peu près une politique globale. D'ailleurs, c'est la politique de beaucoup de banques étrangères. Mais le fait même de ne distribuer qu'une partie de nos bénéfices et de garder l'autre partie montre bien l'envie et, encore une fois, la détermination de rester en Algérie pour pouvoir développer notre business. Alors, si vous avez évidemment une politique d'engagement de plus en plus expansive, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, pour les entreprises, pour vos clients. Vous faites comment sur le front de la collecte de l'épargne? Parce qu'il faut quand même collecter de l'épargne pour pouvoir la prêter. Vous touchez à un sujet particulièrement, brûlant à l'heure actuelle, parce que, comme vous savez, la liquidité bancaire à l'heure actuelle diminue. C'est dans tous les chiffres. Donc nous, la façon de voir les choses, c'est pour ça que nous ouvrons des agences. Nous allons ouvrir probablement encore cette année 3 à 4 agences. Nous venons d'ouvrir Constantine.
Nouvelle-Ville. Nous allons sans doute ouvrir à El Ksar à côté de Béjaïa. Nous allons ouvrir à Tiaret, Msila entre-temps, et on regarde même à ouvrir une agence à Adrar. Vous en avez combien en tout? Ça vous en fera combien en tout? Ça nous fera à peu près... donc on est à 87 à l'heure actuelle et Vous avez dépassé 90. Et l'objectif, c'est d'à peu près d'ouvrir entre 4 et 5 agences par an. Dans le cas de Constantine, c'est, je crois, la 3e agence. Oui, enfin, ça dépend si vous comptez le business, le centre entreprise ou pas. Donc, voilà. D'accord. Et vous ouvrez où? C'est-à-dire les nouvelles agences, vous les ouvrez dans les grandes villes? Vous ouvrez dans quelle région? Non, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, en fait, El Ksar à côté de Béjaïa, Msila, c'est des villes moyennes. Des villes moyennes, Tiaret, et même, on est en train de regarder éventuellement de pouvoir faire sans doute l'année prochaine, d'ouvrir une agence de plein exercice, c'est-à-dire à la fois au niveau corporate et au niveau particulier à Adrar. Alors, est-ce que l'année dernière, on avait eu le sentiment, Hassan et moi, qu'il y avait une sorte de pause dans l'extension du crédit, parce que dans l'extension du réseau, parce que c'était pas la priorité. Aujourd'hui, on se rend compte que ça redémarre d'ailleurs de manière assez forte. Tant mieux, parce que les concessionnaires automobiles ne peuvent pas dire la même chose en ce moment par rapport à leur réseau. Est-ce que ça c'est significatif d'une meilleure collecte automatiquement quand on a plus d'agences dans le pays? En fait, ça s'accompagne. Une autre raison pour laquelle on a le total support des pouvoirs publics, c'est que ouvrir des agences, c'est ouvrir des comptes, c'est-à-dire en fait de permettre à certaines personnes d'être bancarisées. Donc on a tout à fait l'accompagnement, j'allais dire, des pouvoirs publics dans ce sens, et je crois qu'on a désormais une très bonne relation avec notamment notre régulateur, la Banque centrale, qui nous encourage tout à fait à pouvoir ouvrir, ce qui à la fois, encore une fois, permet la bancarisation, et deuxième chose, nous permet aussi d'avoir des dépôts, ce qui nous permet de faire des crédits. Ouais. Est-ce que les dépôts, vous avez des produits qui sont attractifs aujourd'hui, qui permettent d'attirer l'épargne des particuliers dans un contexte qui est quand même un peu spécial aujourd'hui, où il y a, disons, des emprunts d'État, Est-ce que vous avez créé de nouveaux produits d'épargne? Oui. Donc l'année dernière, on a ouvert certains produits d'épargne, notamment à destination, ce que j'appelle des produits compatibles Sharia, qu'on appelle Taoufiri, qui sont des dépôts à 0%. Vous n'avez pas communiqué sur cela? Si. Vous avez communiqué sur cela? On a eu une campagne marketing sur le sujet. Mais vous savez, l'année dernière, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, et donc, je veux dire, ça s'est peut-être passé un petit peu comme ça, mais non, j'allais dire, si on parle de finance islamique, je ne parle pas de banque islamique, mais de finance islamique, c'est sans doute aussi un des moyens de développer, que ce soit sur la partie dépôt. Donc, comme je vous l'ai dit, notamment avec ce type de compte qu'on appelle Taoufiri à la Société Générale, mais aussi sur la partie crédit, ou via sans doute des prêts via le leasing, qui sont parfaitement Sharia compliant. On peut faire des prêts. Et 0% d'intérêt, ça marche, ces produits islamiques là, à 0% d'intérêt? Il y a une bonne réponse. Il y a une bonne réponse. En fait, ça nous permet, pour certains de nos clients qui avaient des comptes et qui n'étaient pas tout à fait à l'aise, de mettre de côté une certaine partie de leur argent. Oui, votre question nous intéresse, notre réponse, nous intéresse particulièrement. Vous avez été à Dubaï à un moment donné dans le réseau de Société Générale dans le monde. Ça marche vraiment, ces produits de la finance islamique? Ça répond à un vrai besoin des clientèles, on va dire, en milieu islamique? Absolument. J'allais dire, il y a très très peu de produits qu'on ne peut pas mettre en finance islamique. Très 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 peu de produits. Notamment, j'allais dire, tous les grands États souverains dans le Golfe utilisent ce type de montage de finance islamique, notamment pour placer, ou voire même pour emprunter. Alors, il y a un nouveau produit de retour qui a été télescopé un petit peu par une propagande anti-taux d'intérêt, anti-riba chez nous. C'est le crédit à la consommation qui a été attaqué, notamment sur une chaîne de télévision.
est-ce que vous avez réussi quand même à le mettre en place et à le développer? Est-ce qu'il rentre maintenant dans votre bilan de 2016? D'abord, vous avez été parmi les premiers à le mettre. Vous avez été très réactif dans ce domaine-là. Plus que les banques publiques, puisqu'on l'attend toujours dans les banques publiques, le crédit conso. Donc, chaque banque a sa politique. La Société Générale, historiquement, a toujours, je crois, été une banque qui faisait du crédit à la consommation il y a 5-7 ans. Et donc, il était hors de question de notre côté de ne pas le faire. La raison pour laquelle, je ne sais pas si le crédit à la consommation a été attaqué, mais en tout cas, il a démarré doucement. C'est parce que c'est pas tout à fait le même crédit à la consommation. On peut le rappeler. C'est un crédit, désormais, le crédit à la consommation est un crédit affecté, qui doit s'affecter à des produits algériens. Donc il a fallu, une courbe d'éducation à la fois pour nos clients, mais aussi pour notre réseau. C'est-à-dire qu'en fait, de savoir quel type de produit pouvait être en fait financé par ce type de crédit. C'est clair sur le plan de la réglementation, ça a été clarifié. Alors là, c'est tout à fait. Crystal clear, comme on dit. Il n'y a absolument aucun problème. On sait exactement. Nous avons pris des accords notamment avec des grands fabricants, avec des réseaux. Mais c'est un périmètre d'affaires qui n'est pas très grand finalement, parce qu'on se rend compte qu'en dehors de l'automobile, avec la production de Renault en Algérie, des grandes enseignes de la TIC et électroménager, quels sont les autres produits de la consommation que vous pouvez consommer? L'ameublement, qu'est-ce qui marche alors? Qu'est-ce qui marche? Effectivement, vous avez l'automobile sans S, puisqu'en fait c'est un modèle pour l'instant. Il y aura un deuxième modèle qui va arriver. Et puis en plus, il y a ce qu'on appelle le BBM, le blanc, le brun et le mobilier. D'accord? Je peux vous donner, si vous voulez, si ça vous intéresse, quelques chiffres sur le sujet. Ah oui, c'est intéressant. Juste pour vous donner donc un ordre d'idée. C'est là que je retrouve mes chiffres. Voilà. Nous avons eu jusqu'à présent, on a un système de simulation, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, les gens viennent en agence et disent voilà, moi je voudrais faire ça. On a eu à peu près depuis, je crois, de 1er avril, parce que c'est à peu près par là que ça a commencé, 5000 simulations. Sur ces 5000 simulations, on a eu à peu près 1000 dossiers décaissés à l'heure actuelle, ce qui représente un montant de 400 millions. C'est-à-dire ce qu'on appelle un taux de transformation de l'ordre de 38%. Ce qui est pas mal, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 1000 dossiers qui ont été décaissés, sans doute la moitié ont été faits dans les 3 dernières semaines. Donc c'est en train de s'accélérer. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la courbe de connaissances et d'apprentissage, à la fois au niveau de notre réseau, au niveau de nos clients. Dernier chiffre peut-être qui peut vous intéresser, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que 14%, ou on va dire 15% de ces crédits sont affectés à l'automobile, et le reste sont affectés ce qu'on appelle donc au BBM, c'est-à-dire seulement 14%. Oui. C'est pas beaucoup. Mais ça s'explique assez largement par le fait qu'il y a eu des problèmes de production au départ, et donc le modèle de Renault n'était pas disponible. Alors, vous avez fait allusion à peut-être voiture avec S, automobile avec S, donc à un autre projet. Ça m'amène à vous poser la question sur les engagements de Société Générale Algérie dans des grands projets d'investissement. On pense à celui de Peugeot. Est-ce que vous êtes dans le montage de ce projet-là? Disons qu'on est très très proche du projet, oui, bien sûr. On a été très très proche. Bon, ce projet n'est pas complètement abouti, c'est la question suivante. Pourquoi il n'est toujours pas abouti là? Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est un problème industriel? Non, je pense que ça n'a pas été signé avant le Ramadan, et que ça sera signé, à mon avis, dans les prochains mois, sinon les prochaines semaines, sans aucun problème. On parle de Peugeot, mais probablement aussi il y aura d'autres accords. Si vous regardez Volkswagen, Iveco, Sima qui fait de avec Hyundai qui fait de l'assemblage, Nissan, vous allez voir certaines joint ventures en 49-51 se mettre en place. Il est clair que c'est quelque chose qui est parti. Renault a montré l'exemple. On voit que c'est un système qui marche. Donc je pense que les autres... C'est peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions. Enfin, ça marche, les voitures sortent et roulent, mais est-ce qu'après, elles ne sont pas plus chères assemblées en Algérie que lorsqu'elles sont importées Là, il faut poser le problème à l'industriel, mais non pas au financier. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que
les usines Renault tournent à plein régime et que il n'y a pas assez de modèles à distribuer par rapport à Il y a quelle production en ce moment? Il y a quelle production en ce moment? Je ne sais pas, honnêtement, j'ai pas vu. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes proche du dossier Peugeot? C'est-à-dire de quelle façon est-ce que vous êtes associé à ce dossier-là? On a toujours été des conseillers pour Peugeot et donc dans ce cadre... Vous n'êtes pas actionnaire du projet, non? Non. Vous êtes là, d'accord. Non, mais on pourrait très bien, quand le projet va se mettre en place, faire partie des financiers, soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau même de la construction même des usines. Et ça, mais c'est valable, ce que je vous dis, est tout à fait valable peut-être aussi pour Volkswagen ou pour Iveco ou pour d'autres constructeurs automobiles. Ça, c'est votre noyau banque d'affaires qui est en train de se développer? Je crois que sans vouloir trop en montrer, je crois qu'on est certainement la banque leader en matière de financement structuré. On a eu l'occasion de financer notamment de grandes usines, que ce soit dans le ciment, dans le pharmaceutique, voire même dans le ciment. On peut être précis avec nos auditeurs de Radio M. Il s'agit du partenariat entre Lafarge, qu'on appelle Silas, voilà, qui au passage... dans la wilaya de Biskra. Voilà, exactement. C'est un projet d'environ 24 milliards qui permet de combler certains déficits en matière d'approvisionnement en ciment et l'usine a été construite dans des temps records et je crois commence à bien marcher. C'est quoi un financement structuré? Pourquoi est-ce que vous appelez ça un financement structuré? Financement structuré, c'est un financement qui est toujours adossé à ce qu'on appelle un actif. Donc ça peut être des matières premières, ça peut être un immeuble, ça peut être un bien meuble, ça peut être des futurs revenus qui sont affectés, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui pourrait être nanti derrière. Donc c'est ce qu'on appelle un financement structurel. Et c'est ce genre de projets, donc de grands projets, qui sont à l'origine principalement de l'augmentation de votre activité crédit, de vos engagements? Ça en fait partie, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, si vous regardez les différents segments de clientèle à la Société Générale, donc en fait les professionnels, les PME, les grandes entreprises, vous voyez, on s'aperçoit que le chiffre de 30% d'augmentation de crédit qui s'est passé en 2015 s'affecte à chaque catégorie. De la même façon, chaque fois. Je vais quand même vous poser une question un peu intéressée concernant justement vos engagements. On voit très bien structurer, ça s'appuie sur un actif. Il y a dans le nouveau modèle économique algérien, on parle de plus en plus d'une économie de services. Nous, on sait un peu ce que c'est ici à Radio M et à Interface Média. Quand on arrive devant un centre banquier et qu'on n'a pas de garantie physique à proposer, le secteur public algérien bancaire, il est dans l'ancien modèle. Il faut de l'asset, il faut de la pierre ou quelque chose de la sorte pour pouvoir s'engager dans un financement de longue date, d'investissement. Est-ce que de ce côté-là, il y a une prise de risque différente chez les banques privées dont vous êtes un peu le leader et le pionnier? Est-ce que vous vous engagez avec des développeurs, des startups algériennes qui n'ont pas grand-chose à vous proposer en garantie, mais qui ont un produit, une idée et une voix? Écoutez, on ne voit pas très bien la radio, mais j'ai quelques cheveux blancs et je crois que j'ai voyagé dans pas mal de pays du monde, pour ne citer que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, où j'ai travaillé bien entendu, Singapour, Dubaï et l'Algérie. Moi, je connais pas de financement longue durée qui n'ont pas certaines garanties. Ça n'existe pas. Chez le particulier, vous aurez une hypothèque. Vous aurez des nantissements de titres sur certaines entreprises dans le cadre d'acquisition. Ça n'existe pas. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les banques privées vont apporter quelque chose de différent. C'est un autre métier. C'est les capital risqueurs, c'est autre chose. Voilà, c'est pas. Vos cheveux blancs, vous ne les devez pas principalement à l'Algérie, disons. Vous aviez déjà quelques cheveux blancs en arrivant en Algérie, déjà, vous n'avez pas. Là, ça l'a rajeuni l'Algérie. Si vous voulez qu'on parle de coiffeur, on parlera tout à l'heure. Ça l'a rajeuni l'Algérie. Alors, c'est peut-être pas sûr. Hein. On vient de connaître un changement important au bout de plus de 12 ans. Monsieur Mohamed Al-Qassi a quitté la direction de la Banque d'Algérie, donc il y a un changement à la tête du régulateur. Est-ce que vous appréhendez un changement de la sorte? Non, pas du tout. Mohamed Loukal fait partie des gens qui étaient
qui était président d'une grande banque publique. Donc en fait, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le secteur bancaire. Donc sur la partie secteur bancaire, je pense que c'est la personne qui est sans doute la mieux équipée pour pouvoir être le régulateur du secteur bancaire. Sachant que, bien entendu, au niveau d'un gouverneur, il n'y a pas uniquement la gouvernance du secteur bancaire qui est en cause. Il y a la gestion de la masse monétaire, il y a la réglementation internationale d'échange, et ainsi que beaucoup d'autres sujets. Donc, mais sur la partie qui nous incombe et que je connais, je pense que Monsieur Loukal est la personne la plus appropriée pour gérer ce genre de choses. Alors, j'imagine que si M. Loukal connaît bien le secteur bancaire, il va être attentif notamment à mettre à disponibilité des liquidités pour les banques, parce qu'on commence à passer dans un scénario où les liquidités sont rares. Il y a une dernière mesure qui a été prise qui réduit le taux de provision vis-à-vis de la Banque d'Algérie. Oui. Vous accueillez positivement cette mesure, oui, j'imagine. Parce que en fait, des réserves obligatoires. Des réserves obligatoires. Donc, ont été diminuées, ce qui veut dire que ça permet aux banques de reprendre une partie des provisions qui avaient été faites par rapport à leur crédit. C'est encore une fois, c'était quelque chose d'assez technique. Ça remet un peu de liquidité à l'intérieur de la banque. L'autre mesure qui, à mon avis, phare et qui sera, à mon avis, beaucoup plus importante en termes d'impact, ça sera le système de réescompte auprès de la Banque centrale, qui maintenant est en place et qui peut être, à mon avis, activé au niveau de toutes les banques. Il est en place depuis le mois d'avril, c'est ça? En fait, il n'a jamais été complètement désamorcé. Il a toujours existé. Il se trouve que par le passé, il n'y a pas besoin. La liquidité était excellente en Algérie. Pas besoin de se refinancer auprès de la Banque d'Algérie. C'est-à-dire une banque comme la vôtre, vous n'avez pas besoin d'aller à la Banque d'Algérie, disons, avant le printemps dernier, quoi. Vous n'avez pas... Prochain ou dernier? Non, dernier. Avant le printemps dernier, vous n'avez pas besoin. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Maintenant, comme on voit les choses venir, il est il est possible qu'on puisse l'utiliser techniquement. Mais encore une fois, nous, à l'heure actuelle, je pense que compte tenu à la fois de notre réseau, des réserves qu'on a, le fait qu'on réinjecte encore une fois une partie de nos bénéfices dans la banque, nous donne une certaine liquidité, nous permet de regarder l'avenir avec une certaine sérénité sans avoir besoin pour l'instant encore une fois d'avoir... Donc vous n'avez pas fait cette démarche qui consiste à aller à la Banque centrale? Parce que moi on m'a dit, c'est les mauvaises langues qui m'ont dit que la Banque d'Algérie n'était pas prête, que le refinancement il fonctionnait pas, qu'ils avaient oublié depuis 14 ans comment ça fonctionnait, et que c'était pour cette raison qu'on avait diminué les réserves obligatoires, des dires même du gouverneur, c'est vrai. Il y avait une telle liquidité qu'il n'y avait pas besoin à la fois de système, mais qui était toujours en place. Le taux d'ailleurs n'a pas bougé, c'est 4%. Seules les personnes étaient parties et donc il a fallu retrouver certaines personnes. Maintenant c'est en place, je pense, et je pense qu'il y a certaines banques qui ont commencé à l'utiliser. Alors vous avez évoqué le mot de taux. Et vous-même, vous le ferez à partir de quand? C'est-à-dire vous le ferez dans quel... Pour l'instant, c'est pas prévu, même si... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour pouvoir le faire, il faut déclarer certains actifs de manière automatique. Donc ça c'est quelque chose que l'on fait, que toutes les banques d'ailleurs font de manière obligatoire, ce qui veut dire que le jour où ils en ont besoin, les actifs sont déclarés et peuvent être ce qu'on appelle nantis, c'est ce qu'on appelle du repo en fait, et nantis, et en contrepartie de quoi la Banque centrale avance les fonds. Mais vous allez être amené à le faire dans des proportions importantes dans les prochaines années? Vous prévoyez que ça va être un instrument important pour vous? Pour une banque comme la vôtre, je veux dire. Ça ne serait pas anormal qu'un jour ou l'autre, on soit appelé à le faire. Dans tous les pays du monde, c'est quelque chose qui existe. Donc il n'y a absolument pas... C'est d'avoir arrêté pendant longtemps qui était un peu anormal plutôt. Sûr. Et c'est des ressources qui sont chères, vous avez dit 4% tout à l'heure, c'est-à-dire vous payez. Donc ça implique évidemment ça va une augmentation éventuelle. Voilà, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous. Qu'est-ce qui peut gêner cette bonne conjoncture, le développement de vos engagements, le fait que vos revenus viennent de plus en plus donc du financement de l'économie, des intérêts, probablement une remontée des taux. Et tous les économistes regardent la conjoncture algérienne. Aujourd'hui, gros déficit budgétaire, financement, on va parler dans une minute de l'emprunt national, mais c'est clair que de ce côté-là, c'est pas ça qui va combler. On s'attend à ce que l'inflation fasse un bond et à ce que les taux, à la fois débiteurs et créditeurs, remontent. Est-ce que vous le redoutez en tant que président du directoire de Société Générale? Sans le redouter, c'est quelque chose effectivement qu'il faut craindre et qu'il faut sans doute, au niveau des pouvoirs publics, regarder de près.
Cela étant dit, ce qu'on appelle le benchmark en termes de taux, il a été donné par l'emprunt national, puisque la meilleure signature du pays, c'est quand même l'État. Et quand vous prêtez à l'État à 3 ans, c'est 5%. Quand vous voyez qu'au niveau d'une entreprise auparavant bonifiée, on prêtait à 5,5%, il est clair qu'il va falloir se faire un ajustement entre prêter à l'État, prêter à d'autres sociétés, même avec des garanties. C'est pas tout à fait la même signature. Il n'y a pas de raison que ça soit à peu près le même prix. Alors, ça fait partie, donc vous ne redoutez pas cette remontée des taux, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. C'est pas le scénario le plus attendu. Oui. Alors, est-ce que, Société Générale, vous le répétez souvent, Monsieur le Président, banque algérienne, donc qui accompagne aussi les pouvoirs publics dans ces démarches, vous avez évidemment souscrit et poussé vos clients à souscrire à l'emprunt national. Comment ça se passe? Alors, nous sommes intervenus à 2 niveaux. Un, au niveau de la collecte de ces fonds, au niveau de l'emprunt national, de la part de nos clients et de nos clients. C'est une chose qui a été faite et on va arriver, j'allais dire, je pense, bon an, mal an, au niveau de la Société Générale, sans doute à des sommes collectées de l'ordre de, chez nous en tout cas, de 1 milliard. Après, il y a ce que nous avons fait en tant que, j'allais dire, banque citoyenne pour investir dans l'emprunt d'État. Nous avons déjà investi 1 milliard. D'ores et déjà, et nous nous préparons sur certaines conditions à investir un 2e milliard donc dans l'emprunt national. Vous faites par patriotisme ou alors c'est parce que c'est intéressant sur le plan financier, cette opération pour vous? Je pense qu'en fait, on peut parfaitement allier les deux. Je pense que volontairement, nous voulons marquer le fait que nous sommes une banque citoyenne, partie de l'économie, et qui, donc de ce fait, nous avons placé certains de nos excédents sur la meilleure signature du pays. Donc effectivement, il y a cet aspect-là. Ensuite, comme je venais de vous le dire, investir dans un fonds qui vous donne entre 5 et 5,75% entre 3 et 5 ans, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Surtout avec un risque qui est relativement faible. Alors, le financement de vos souscriptions en tant que Société Générale de l'emprunt national vient de vos excédents, vous venez de les dire. Vos clients, c'est quoi? Ce sont des dépôts, des bons de caisse qui ont été transférés vers l'emprunt? Environ 50% qui viennent de nos dépôts, de nos clients, et 50% qui viennent de l'extérieur. D'accord, moitié-moitié. J'ai pas dit forcément que c'était de l'informel. Ce sont des gens qui... On aurait souhaité que ce soit de l'informel, parce que c'est plutôt de ce côté-là que pêche l'opération. Non, on est bien d'accord, mais il y a tout un travail qui a été fait, notamment par les banques globalement, pour essayer d'attirer ce type de dépôt. Il y en a une certaine partie. Je ne peux pas vous dire de notre côté combien ça peut représenter, mais ce que je peux vous dire, c'est que environ 50% des souscriptions de l'emprunt national viennent de l'extérieur. De nouveaux clients, donc de nouveaux clients pour la banque. Oui. Nouveaux clients pour la banque, ouais. Les anciens placements, ils étaient rémunérés à quel montant? Ça dépend des périodes, mais si vous comparez, auparavant ce qui était fait, il n'y avait pas beaucoup de dépôts à 3 ans, hein, donc on ne peut pas tout à fait comparer le 3 ans de l'emprunt national avec le 3 ans de ce qu'on faisait, mais on peut dire qu'il y a une grosse différence quand même. Hein. Vous, c'était plutôt 2%, non? Oui, c'est ça, c'était à peu près 2,5. Oui. Monsieur, on va quand même vous demander d'évaluer cette performance. 1 milliard de dinars de collecté auprès de votre réseau, est-ce que c'est une bonne performance compte tenu de votre taille de marché et compte tenu de l'attractivité de ce produit? Je vais vous répondre un petit peu autrement en vous disant qu'on a tout mis en place pour pouvoir justement attirer ces dépôts. C'est-à-dire qu'en fait, on a organisé à l'intérieur de tout nos réseaux des systèmes à la fois d'affiches, de flyers qui disent « venez souscrire ». On a formé 125 commerciaux pour ce type de vente, même si ça ne nous arrange pas forcément, puisque dès lors qu'on commence à puiser dans le dépôt, c'est quelque chose qui peut être
négatif pour nous. Vous avez une commission sur les placements de... Oui, on est la commission 1%? de 1%. De 1%. Ouais. Voilà, c'est quand même l'activité qui est rémunérée. Voilà, il n'y a pas de... Oui, oui. Mais vous dites donc 1 milliard, vous avez tout fait, 1 milliard de dinars, vous avez tout fait, donc, mais... On a mis en place une organisation. On va dire qu'au départ, il y a eu un certain engouement. Avec la période de Ramadan, ça s'est un petit peu estompé. On peut imaginer que ça puisse recommencer. C'est une opération qui est sur... ce que vous appelez, comme pour le crédit de la consommation, la période d'apprentissage et de... Absolument. Ça risque de s'accélérer. Oui, mais je pense notamment que beaucoup de personnes, soit pour des raisons fiscales, on n'avait pas forcément... se sentaient pas obligés de le faire immédiatement. D'autre part, voulaient un petit peu voir comment les choses se passaient. Donc on peut penser que ce phénomène s'accélère. Il y a une question que je voudrais vous poser. Bon, ce sont d'ailleurs vos dirigeants au niveau, disons, international qui ont évoqué, c'est M. Oudéa qui a évoqué des chocs réglementaires en Algérie à l'occasion de son dernier passage l'année dernière. Bon. Je pense pas qu'il ait parlé de l'Algérie quand il parlait des chocs réglementaires. Ouais. Frédéric Oudéa parle de chocs réglementaires. Il parle globalement au niveau de la communauté internationale. Ouais. Mais vous considérez que justement les modifications, parce qu'il y en a encore eu quelques-unes récemment, il y a eu la prédomiciliation sur laquelle vous avez été très réactif aussi d'ailleurs vous, contrairement à beaucoup d'autres banques. Il y a des mesures tout à fait récentes aussi sur le financement des exportations hors hydrocarbures, ce qui concerne l'admission temporaire, etc. Il y a évidemment toutes les mesures des dernières années qui ont amené la modification de votre business model en matière de financement du commerce extérieur. Est-ce que c'est quelque chose d'anormal, ça? Vous considérez que c'est stressant pour vous? Est-ce qu'en Algérie, on joue trop avec la réglementation, on la modifie trop fréquemment? Pour vous, c'est... En Algérie, il faut savoir être agile quand on est une banque. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu certaines réactivités. Vous avez parlé notamment des prédomiciliations. C'est quelque chose... qu'on a eu à faire en l'espace d'une semaine. Ouais. Même pas, demain, à partir de demain, lundi, oui. On vous a dit c'est mardi. Voilà, donc oui, il faut savoir être agile. Cela étant dit, toutes ces mesures sont faites avec toujours le même objectif, qui est, si on parle notamment de celle que vous avez citée, c'est de réduire les importations. Donc, de plus en plus, comme je vous l'ai dit, on a mis en place un business model qui nous met un petit peu progressivement à l'écart de ce genre de choses, même si on continue à s'y intéresser et mettre en place des outils qui permettent de plus en plus à être agile et de le faire de manière plus rapidement. Plus rapide. Il faut savoir qu'on a des outils maintenant relativement modernes en matière de cash management, en matière de ce qu'on appelle trade finance, qui permettent d'ouvrir des crédits documentaires, de faire des remises documentaires uniquement sur le web via des systèmes informatiques. Et donc les choses vont beaucoup plus vite, ce qui nous a permis justement dans le cadre de la prédomiciliation à être tout à fait réactif. J'imagine que si demain on vous dit que le e-payment est possible, vous êtes aussi prêt. Mais le e-payment est possible depuis fin décembre. L'énorme majorité des banques a fait des tests fin de l'année dernière pour être opérationnel à ce niveau-là. Et donc il s'agit juste d'activer la partie réglementaire. Et je pense donc la balle est dans le camp, encore une fois, des pouvoirs publics sur le volet réglementaire. Oui, mais là encore, je pense qu'entre maintenant et la fin de l'année, on va voir certainement, notamment avec M. Boudiaf, qui a été nommé... vice-ministre en charge de la modernisation bancaire. Je pense qu'on va voir les choses s'accélérer. L'économie numérique. Économie numérique, oui. Un mot quand même sur quelque chose qui ne tourne pas. C'est la bourse d'Alger qui vous concerne directement. Vous êtes un jeune IOB, vous avez votre agrément depuis pas très longtemps. On sent que les pouvoirs publics veulent se retourner un peu plus vers les acteurs privés du marché pour essayer de régler cette question de l'animation et de la liquidité des actifs. Les gens qui achètent des actions se retrouvent bloqués avec parce qu'on n'arrive pas à les transiger par la suite. C'est quoi votre prescription du haut de votre expérience, Monsieur Wormesser? Comment lance-t-on une nouvelle place qui n'arrive pas à décoller? C'est le rôle des IOB, c'est à vous de l'animer, en principe. Oui, en tant qu'intermédiaire. Oui. Pas en tant qu'investisseur.
On revient, en fait, le problème de base, c'est avoir des investisseurs qui en partie existent, puisqu'on a des investisseurs locaux qui pourraient potentiellement investir. Sans doute pour plus de liquidité, il faudrait peut-être aussi certains investisseurs internationaux, par souci à la fois de transparence et encore une fois de liquidité. Et après, vous avez deux marchés qui sont en face pour investir. Vous avez le marché des entreprises, via les actions, puis vous avez aussi le marché obligataire. Moi, je ne vous cache pas que je suis beaucoup plus positif sur le futur de l'obligataire en Algérie. Je pense que c'est quelque chose qui peut être développé de manière extrêmement rapide. Et je ne vous cache pas qu'on regarde les choses de très près pour pouvoir animer ce marché. Sur le marché boursier lui-même, au niveau des actions, il faut une offre. On voit que si l'offre n'est pas assez importante, il y aura peu de liquidité. On a l'impression que c'est un peu un cercle vicieux. Enfin, les acteurs de la place disent que, ou ceux qui veulent y aller, disent que tant qu'il n'y a pas d'animation, tant qu'il n'y a pas de rétablissement de la liquidité, il n'y aura pas de nouvelle entrée en bourse. La dernière, c'est complètement effiloché, à moins de 5%, celle de Nkbira. C'est parce que et inversement, ceux qui sont dedans disent qu'il faut d'abord de l'animation. Enfin, et on ne sait pas par où commencer aujourd'hui. Pour qu'il y ait de nouveaux acteurs, pour qu'il y ait de nouveaux investissements, pour qu'il y ait une masse critique de titres à échanger, il faudrait que ceux qui sont déjà sur la place puissent voir leur cotation bouger. Et cette cotation bouge très peu. Oui, absolument. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Nous ne sommes que des intermédiaires. Il nous faut en face des sociétés cotées, des investisseurs. Monsieur Bomessa, vous êtes un intermédiaire. Combien vous consacrez à votre IOB? Quel est le budget qui est consacré pour acheter des opportunités? Il y a par exemple l'hôtel Horaci qui est, tout le monde le dit, qui est peut-être 100 fois en dessous de sa valeur. Il y a peut-être une opportunité à prendre du papier Horaci, je cite. Là, je suis sur le marché action. Est-ce que vous dédiez un budget et avec un mandat pour être actif? S'il y a des vendeurs qui se présentent, évidemment. Bien sûr, mais pour l'instant, nous n'avons pas en face une liquidité telle et des investisseurs qui peuvent regarder ce genre d'opportunité. Et puis, en face de vous, vous avez des gens qui ne veulent pas vendre non plus. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme vous avez dit, c'est un cercle vicieux. Si effectivement, vous avez des valeurs qui ne bougent pas parce que les gens qui ont cette valeur n'ont pas envie de vendre, vous ne pouvez pas créer non plus un marché. C'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de valeur sur le marché. Et je pense aussi, pour attirer ça, il faut avoir aussi des investisseurs internationaux. Qu'est-ce qui vous dites, vous regardez de très près le marché obligataire, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir du marché obligataire en Algérie? Ça va dans le sens du temps. Quels pourraient être les émetteurs? Oui, ça va dans le sens du temps, parce que si vous regardez, encore une fois, la liquidité bancaire qui progressivement s'amenuise, il va falloir trouver d'autres systèmes pour financer l'économie, pour financer les entreprises. Et le marché obligataire est le produit parfait pour ce genre de choses. Pour des entreprises publiques, pour des entreprises privées? En tout cas, moi je parle pour des entreprises privées. Il est clair qu'on peut faire... Il faudra ajuster sans doute ce qu'on appelle le pricing, la rentabilité, parce que le benchmark, la référence maintenant, n'oubliez pas, c'est 5% 3 ans. Oui. Il faudra s'aligner. On arrive un peu à la fin de cet entretien. Moi, je voudrais avoir votre point de vue de chef d'entreprise français en Algérie sur la perception du business en Algérie à travers le monde. On a eu dernièrement une mesure de la COFAS, donc le réassureur français au commerce extérieur, qui a dégradé la note du risque Algérie de B à C. C'est juste la note au-dessus du très mauvais risque. Est-ce que les risques d'impayés sont aussi importants selon vous en Algérie? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est des risques d'impayés pour les exportateurs français vers le marché algérien. En tout cas, s'ils existent, nous ne les voyons pas à l'heure actuelle. En d'autres termes, je peux vous dire que dans notre portefeuille d'encours, de crédit, notre portefeuille de clients, pour l'instant, nous ne voyons pas de défaut
tels qu'on peut nous les annoncer, ou qu'on pourrait nous les annoncer via la réduction de certaines notes de crédit des grandes agences. Donc, on peut en déduire que la COFAS ne consulte pas Société Générale Algérie avant de faire son rating. Je pense que la COFAS regarde plusieurs choses, et pas uniquement les portefeuilles des clients, mais aussi une politique, le cours du pétrole, les exportations et les importations. Donc c'est un tout qui fait que la COFAS a choisi de réduire la cotation. Mais vous êtes surpris, vous considérez que c'est un élément peut-être négatif dans la conjoncture, ça impacte comment votre activité? Sur notre activité, ça n'a pas véritablement d'impact. Comme vous le voyez, je vous ai parlé de 2015, mais je pourrais vous parler aussi de 2016. 2016, justement, en termes d'activité de crédit, est une année où, malgré certains problèmes de liquidité qui pourraient se produire, pour l'instant est très très bon depuis le début. Vous pensez que vous serez sur la même pente en 2016? Difficile de faire 30%, puisqu'à chaque fois la base est toujours plus grosse, mais ça sera certainement un double chiffre, comme on dit, double digit figure, et sans doute proche des 20-25%, oui, en cours de crédit en plus. Moi, je suis assez positif, notamment sur la partie entreprise privée en Algérie, pour différentes raisons. Parce que je pense que ce soit au niveau des grandes entreprises ou au niveau des PME surtout, il y a un dynamisme algérien qui fait et un dynamisme algérien pragmatique. Les privés, notamment les entreprises privées algériennes, ont eu l'habitude de se débrouiller toutes seules, sans être véritablement accompagnés. Et donc vous avez de véritables professionnels, des gens qui sont des entrepreneurs et qui ont des idées. La deuxième chose, c'est que le marché s'y prête. C'est difficile pour des investisseurs étrangers de venir, qu'on le veuille ou non. La règle du 49-51 est quelque chose quand même qui est handicapant pour des nouveaux investisseurs, ce qui veut dire que le développement, il va venir par les Algériens, par les entreprises algériennes. Ce qui veut dire que s'il y a en face une communauté bancaire, des systèmes de financement qui peuvent se faire, et vous le voyez, nous le faisons tout le temps, moi je suis très positif sur la partie privée. Sur la partie publique, c'est pas de mon ressort, puisque comme vous savez, les banques privées n'ont pas tout à fait accès à ce genre de segment. Mais monsieur Vormesser, on va se contenter de votre optimisme concernant la partie privée. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Merci. C'est moi qui vous remercie.